Sortis et affaiblis par leur acharnement dans l'affaire Lewinsky, les républicains sont les grands perdants du Monica Gate. Ils n'ont réussi ni à faire condamner Bill Clinton, ni à faire chuter sa popularité. Aujourd'hui, les républicains semblent en complet décalage et très loin de leur succès des années 80. À l'époque, grâce à Ronald Reagan, ils avaient su séduire les Américains. L'homme qui présente sa candidature à l'investiture du Parti républicain en 1979 n'est pas complètement un inconnu. Ronald Reagan a tourné plus de 50 films à Hollywood en 30 ans. Tous ne sont pas des œuvres de premier plan, loin de là, mais Reagan, grâce au cinéma, possède une très bonne maîtrise de son expression en public et devant les caméras. Gouverneur de Californie depuis 1966, il doit son succès en grande partie à la télévision, dont il utilise les possibilités en vrai professionnel du spectacle. Mais sa candidature à la présidence des États-Unis pour le Parti républicain suscite plutôt l'indifférence. À 69 ans, l'ex-jeune premier d'Hollywood fait figure de has-been. Ses manières de cow-boy californien vieillissant paraissent assez éloignées de ce que l'on attend du locataire de la Maison-Blanche. Mais l'impopularité de son adversaire démocrate, Jimmy Carter, est si forte qu'elle va jouer en faveur de Reagan. En novembre 1980, il est élu président des États-Unis avec 51% des voix. Lorsque Ronald Reagan accède à la Maison-Blanche, les États-Unis traversent une période de turbulence et de doute. Avec son langage direct et ses raisonnements simplistes, Reagan va séduire les Américains et leur redonner confiance. En 1980, le moral des Américains, comme le cours du dollar, est au plus bas, à peine 4,50 francs pour un dollar, et l'inflation frôle les 10%. À l'étranger, la superpuissance américaine est humiliée en Iran avec la détention d'une soixantaine d'otages américains dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Autre revers pour les États-Unis, au Nicaragua, les révolutionnaires sandinistes se sont emparés du pouvoir, renversant la dictature de Somoza, soutenue par les Américains. Reagan veut rompre avec la politique hésitante de Jimmy Carter, qui avait affaibli l'image de l'Amérique. Dès le jour de son investiture, le 20 janvier 1981, Reagan obtient la libération des otages de Téhéran. Un mois plus tard, il fait voter par le Congrès une aide de 25 millions de dollars par an aux Contras qui luttent contre le régime sandiniste au Nicaragua. Quant aux problèmes économiques, la politique de Reagan tient en deux mots, moins d'État. Pour lui, l'État n'est pas la solution au problème, l'État est le problème. Moins d'impôts, moins de dépenses de l'État et moins de réglementation administrative, Reagan entend bien appliquer à la lettre le credo du libéralisme pour relancer l'économie américaine. Pour le nouveau président, il faut renverser la tendance et donner la priorité aux initiatives individuelles. Et pour encourager ces initiatives, Reagan promet une diminution importante des impôts avant la fin de son mandat. Parallèlement, il engage aussi une réduction massive des dépenses publiques. Le résultat de cette politique est au début plutôt encourageant. Le chômage et l'inflation diminuent fortement. America is back. L'Amérique est de retour, proclament les partisans de Reagan, qui ont le moral au beau fixe. Le cours du dollar reflète bien la tendance de cette époque. Il est perpétuellement en hausse. Parti de 4,50 francs pour un dollar, il dépasse les 9 francs à la fin du premier mandat de Reagan. Les experts ne savent plus quoi inventer pour expliquer cette hausse vertigineuse. La popularité de Reagan enregistre un record absolu. Aux élections de 1984, Reagan écrase son adversaire démocrate Walter Mondale avec 59% des voix. Réélu triomphalement en 1984, Reagan entame son second mandat dans des conditions euphoriques. L'Amérique profonde est en pleine exaltation patriotique, mais les dernières années de sa présidence seront marquées par une série de désillusions. En apparence, au début du second mandat de Reagan, l'Amérique semble être toujours en pleine expansion. Mais cette croissance masque en fait un déséquilibre financier. Les diminutions d'impôts imposées par Reagan ont provoqué un déficit budgétaire croissant car les dépenses de l'État sont insuffisamment maîtrisées. Les États-Unis sont obligés de s'endetter pour financer leur déficit.
La dette de l'État américain double sous Reagan, passant de 26 à 51% du PIB, soit un peu plus de la moitié des richesses produites par le pays. Ces déficits finissent par inquiéter les milieux financiers, d'autant plus qu'à la bourse, la spéculation fait rage. La déréglementation et le libéralisme ont favorisé une vague de spéculation sans précédent qui fragilise le système financier. En 1986, les Golden Boys font flamber les cours à coups d'OPA et de restructuration. Dans le sillage de la bourse de New York, qui augmente de 25%, les bourses du monde entier s'envolent. Les hausses atteignent même 57% à Paris et à Tokyo. La bulle financière enfle toujours plus et finit par exploser avec le krach d'octobre 1987. Wall Street baisse de 500 points, soit moins 23% en une seule journée. 2000 milliards de dollars accumulés grâce à des montages financiers partent en fumée. L'atterrissage est douloureux pour les Américains. Reagan et les libéraux ont en vérité creusé les déficits et ont fait vivre l'Amérique à crédit. L'endettement de l'État américain sera pour le successeur de Reagan, George Bush, élu en 88, une véritable bombe à retardement. George Bush hérite d'un lourd passif, une économie en crise, un déficit budgétaire et un endettement énorme. Une situation qu'il ne parviendra pas à redresser complètement et qui permettra aux démocrates de gagner les élections 4 ans plus tard avec Bill Clinton. Au revoir et à la semaine prochaine.